Si l'on veut comprendre comment fonctionne réellement une guerre commerciale, on ne regarde pas la salle de presse de la Maison-Blanche et on ne regarde pas les messages furieux publiés sur les réseaux sociaux à 2 heures du matin. On regarde Lewiston, dans l'État de New York. Depuis des décennies, cette paisible ville frontalière dépend entièrement du rituel prévisible et sans éclat des consommateurs canadiens qui traversent la frontière. Aujourd'hui, ces caisses sont silencieuses. Les parkings des centres commerciaux de déstockage sont vides. Le maire local grimace sur les télévisions locales parce que, en ce moment même, les citoyens canadiens exécutent un boycott discret, dévastateur et hautement coordonné de l'économie américaine. Et cela fonctionne à un point tel, avec une telle rapidité, que la Maison-Blanche se trouve dans un état de panique parfaitement visible. Donald Trump a passé des mois à menacer d'imposer des droits de douane de 100%, à qualifier le Canada de 51 États et à désigner avec moquerie le Premier ministre Mark Carney comme un gouverneur. Cela devait être une tactique d'intimidation, la manœuvre trumpienne classique destinée à mettre Ottawa à genoux au sujet de ses nouveaux accords commerciaux avec la Chine dans les véhicules électriques et l'agriculture. Au lieu de cela, le Premier ministre Carney s'est rendu à Davos, a dénoncé cette coercition sur la scène mondiale et a dit à son pays d'acheter canadien. Et les Canadiens l'ont écouté. Il faut comprendre la géographie de cette situation pour comprendre pourquoi la stratégie de la Maison-Blanche a échoué de façon aussi spectaculaire. Quand on parle des États-Unis et du Canada, on ne parle pas de 2 économies distinctes qui commercent occasionnellement l'une avec l'autre. On parle d'un seul organisme industriel, inextricablement lié. Et pendant toute la carrière politique de Donald Trump, son hypothèse de base a été que les États-Unis en étaient la moitié dominante et qui pouvaient donc dicter les conditions de sa survie. Il regarde la carte, il regarde la taille de la population, il regarde le produit intérieur brut et il part du principe que toute menace douanière entraînera immédiatement une capitulation totale d'Ottawa. C'est une lecture fondamentalement erronée de l'économie moderne, guidée entièrement par l'ego plutôt que par les données. Lorsque l'administration Trump a annoncé la menace de droits de douane généralisée de 100% sur les produits canadiens, le calcul à l'intérieur du bureau ovale était simple. Il croyait que le dollar canadien s'effondrerait, que les industries canadiennes supplieraient immédiatement leur gouvernement de se rendre et que le Premier ministre Carney se rendrait à Washington pour signer n'importe quel papier qu'on placerait devant lui. Il croyait que la menace de la douleur suffisait à gagner la guerre avant même qu'un seul coup ne soit porté. Mais ce que la Maison-Blanche a totalement manqué dans son assurance, c'est que le Canada se préparait discrètement à ce moment précis. Le pays avait passé les dernières années à observer la volatilité à Washington et il avait méthodiquement construit un pare-feu structurel. Pour le dire simplement, pendant que Donald Trump se préparait à utiliser une masse, Mark Carney recablait discrètement le système d'alarme. Mark Carney n'est pas un homme politique traditionnel, c'est un économiste. Il est l'ancien gouverneur de la Banque du Canada et l'ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre. Il ne fonctionne pas au ressentiment, il fonctionne aux chiffres. Et les calculs qu'il a déployés au cours des 3 dernières semaines ont fondamentalement brisé le levier économique de l'administration Trump. Visiblement, il n'y a rien de plus génial, sur le plan stratégique, que de prendre une chaîne d'approvisionnement pour un meeting de campagne. Quand les menaces tarifaires ont atteint leur paroxysme et que Donald Trump a commencé sa rhétorique humiliante sur le 51 États, Mark Carney n'a pas répondu par une diatribe nocturne sur les réseaux sociaux. Il s'est rendu au Forum économique mondial de Davos. Il s'est présenté devant l'élite financière mondiale et il a livré une dissection froide et clinique de la coercition économique américaine. Il a appelé les autres puissances moyennes à reconnaître que les États-Unis n'étaient plus un partenaire fiable, mais une variable volatile contre laquelle il fallait se prémunir. Puis il a présenté la mesure de politique intérieure qui a tout changé. Il a mis en place l'initiative Buy Canadian. Voici ce que cela signifie, en termes simples, ce n'était pas une obligation gouvernementale stricte qui aurait violé le droit commercial international. C'était un appel patriotique à l'action parfaitement calibré pour unir un pays furieux d'avoir été insulté par son voisin du Sud. Carney a militarisé la politesse canadienne. Il a transformé la fierté nationale en arme économique
Et les résultats ont été immédiats et dévastateurs pour les communautés américaines, même sur lesquelles Donald Trump compte pour son soutien politique. Les grands médias sont obsédés par l'insulte. Ils diffusent en boucle la petite phrase sur le 51 États, mais ils passent complètement à côté de la catastrophe silencieuse qui se déroule dans des endroits comme le nord de l'État de New York, le Michigan et l'Ohio. Dans la région du Niagara, les entreprises américaines qui vivent du tourisme canadien et des dépenses commerciales canadiennes subissent une récession soudaine et brutale. Les consommateurs canadiens ont tout simplement cessé de franchir la frontière. Ils gardent leur argent chez eux, ils choisissent activement des alternatives nationales, ils punissent l'économie américaine au niveau le plus concret, le plus local, et les dégâts collatéraux frappent de plein fouet les villes ouvrières américaines. Mais la douleur du commerce local n'est que le début du cauchemar pour la Maison-Blanche. La véritable panique, la panique des salles de conseil, se joue dans l'industrie automobile. Prenons du recul et regardons le tableau d'ensemble de l'industrie manufacturière américaine. Une voiture américaine, une Ford ou un véhicule de General Motors n'est pas fabriqué en un seul endroit. Les pièces de ce véhicule traversent en moyenne 7 fois la frontière entre les États-Unis et le Canada avant que la voiture soit entièrement assemblée. La chaîne d'approvisionnement est une boucle délicate, parfaitement synchronisée. Quand Donald Trump a menacé d'imposer un droit de douane de 100%, les dirigeants de Détroit n'ont pas salué une victoire sur le Canada, ils ont regardé leur compte avec une horreur absolue. Un droit de douane de 100% ne punit pas le Canada. Il double instantanément le coût des pièces dont les usines américaines ont besoin pour construire des voitures américaines. C'est une blessure par balle auto-infligée en pleine poitrine du secteur manufacturier américain. Dans les 48 heures qui ont suivi la menace douanière, les dirigeants de l'industrie automobile faisaient un lobbying furieux auprès de la Maison-Blanche, avertissant l'administration que si ces droits de douane étaient appliqués, les usines américaines s'arrêteraient et les ouvriers américains seraient mis en chômage technique en quelques semaines. Les chiffres ne tiennent tout simplement pas. Et c'est la contradiction au cœur de cette histoire, une contradiction plus profonde qu'elle n'en a l'air au premier regard. Donald Trump a promis que les guerres commerciales étaient bonnes et faciles à gagner. Mais il est aujourd'hui engagé dans une guerre commerciale où son arme principale, les droits de douane, cause davantage de dégâts immédiats à sa propre base industrielle qu'à son adversaire. Il s'est piégé lui-même dans une impasse rhétorique. S'il renonce aux droits de douane, il apparaît faible et toute son image d'homme fort est crevée par un Premier ministre canadien qu'il tournait en dérision en le traitant de gouverneur. Mais s'il applique ses droits de douane, il déclenche délibérément une récession manufacturière américaine. Il est paralysé. Et c'est cette paralysie qui a conduit à l'effondrement auquel nous assistons en ce moment. L'assurance fanfaronne dans la salle de presse paraissait impressionnante, jusqu'au moment où les tableurs sont arrivés. La Maison-Blanche a soudain compris, avec une clarté terrifiante, qu'elle n'avait absolument aucun levier. Les droits de douane étaient un bluff que le Canada a suivi. Les insultes ont été une erreur de calcul politique qui a uni l'opinion publique canadienne derrière Mark Carney. Les États-Unis étaient en train de perdre un différend commercial contre leur allié le plus proche et le monde entier le regardait en temps réel. Mais ce que la plupart des gens ne voient pas, c'est ce qui s'est passé ensuite. Car lorsqu'une opération politique entièrement construite sur la domination réalise qu'elle a été déjouée, elle ne concède pas avec élégance. Elle riposte. Elle cherche une autre arme. Elle cherche un moyen de briser son adversaire, non plus par l'économie, mais par le sabotage. La prise de conscience qui a frappé le département du Trésor et l'aile ouest au cours de la semaine dernière change toute la dynamique du pouvoir en Amérique du Nord. Parce que les menaces économiques n'ont pas réussi à briser Mark Carney. L'administration Trump a décidé d'abandonner entièrement la stratégie de guerre commerciale et de lancer quelque chose de bien plus dangereux. Elle a décidé de tenter activement de fracturer le Canada de l'intérieur. Lorsqu'une opération politique fondée sur la domination se rend compte qu'elle a été déjouée par les chiffres et l'unité nationale, elle cesse de chercher un accord commercial et commence à chercher un coin à enfoncer. Et ce coin, elle l'a trouvé dans la province canadienne de l'Alberta,
Au cours des 72 dernières heures, on a assisté à un basculement de la rhétorique de la Maison-Blanche qui est franchement sans précédent dans l'histoire de la diplomatie nord-américaine. Le secrétaire au Trésor Scott Bessent, ainsi que des conseillers clés dans l'écosystème médiatique MAGA, ont commencé à courtiser ouvertement le mouvement séparatiste albertain. Ils ne parlent plus seulement de commerce, ils parlent de partition. Dans une série de communications divulguées et de déclarations publiques lancées comme ballon d'essai, de hauts responsables américains ont commencé à parler de l'Alberta non comme d'une province canadienne, mais comme d'un partenaire naturel et d'une zone économique souveraine, potentielle, qui pourrait contourner Ottawa pour rejoindre directement l'orbite commerciale des États-Unis. Pour le dire simplement, parce que Donald Trump ne parvient pas à briser le Premier ministre à Ottawa, il essaie maintenant de briser le pays canadien lui-même. Il tend la main par-dessus la frontière pour dire à une région précise d'un allié souverain qu'elle n'a pas besoin de son gouvernement fédéral, qu'elle peut obtenir un accord spécial avec les États-Unis si elle accepte de tourner le dos à sa propre capitale. C'est une escalade extraordinaire de l'ingérence étrangère et cela révèle l'ampleur de la panique qui s'est emparée de l'aile ouest. Ils font cela parce que le secteur énergétique de l'Alberta est le seul levier qu'ils pensent encore avoir. L'Alberta est le cœur de l'industrie pétrolière et gazière canadienne. En attisant les braises du Wexit, le mouvement séparatiste de l'Ouest canadien, l'administration Trump tente de créer pour Mark Carney une crise intérieure si grave qu'il sera contraint d'abandonner sa défiance commerciale simplement pour empêcher son pays de se désagréger. Quand le bluff douanier a échoué, le changement de costume du négociateur autoproclamé au cartographe amateur était presque trop prévisible. C'est un pari géopolitique à haut risque, de type terre brûlée. Mais un chiffre change ici toute la donne, et c'est un chiffre que la Maison-Blanche semble avoir ignoré dans sa précipitation à trouver une nouvelle arme. Selon les derniers sondages internes menés dans les prairies canadiennes, l'insulte du 51 États et la menace de droits de douane de 100% n'ont pas réellement nourri le séparatisme. Elles ont produit l'effet inverse. Elles ont créé un réflexe de ralliement au drapeau qui a atteint jusqu'aux coins les plus conservateurs de l'Alberta. Quand un dirigeant étranger menace d'annexer votre pays ou de le traiter comme un État vassal, les querelles internes ont tendance à s'arrêter. Ce à quoi nous assistons, c'est l'effondrement total de la relation traditionnelle entre les États-Unis et le Canada. Pendant près d'un siècle, les deux nations ont fonctionné selon une politique de non-surprise. Elles étaient les plus proches alliés, les plus grands partenaires commerciaux et les voisins les plus intégrés en matière de sécurité. Cette époque est terminée. À sa place s'installe une réalité nouvelle et instable dans laquelle le président des États-Unis flirte ouvertement avec la dissolution de son voisin parce qu'il a perdu un débat sur le prix de l'huile de canola et des batteries pour véhicules électriques. L'avertissement stratégique est considérable. Si les États-Unis sont prêts à utiliser des mouvements séparatistes comme tactique de négociation commerciale contre le Canada, leur voisin le plus proche et le plus pacifique, que dit cela à tous les autres alliés américains? Que dit cela au Royaume-Uni ou au Japon ou à l'Allemagne? Cela leur dit que les États-Unis ne s'intéressent plus aux alliances. Ils s'intéressent à une soumission totale et inconditionnelle et ils utiliseront tous les coups les plus sales du manuel géopolitique pour l'obtenir. Prenons encore une fois du recul et regardons l'ensemble du tableau. La réponse de Mark Carney a été brutale parce qu'elle a été disciplinée. Il n'a pas crié, il n'a pas publié de message en majuscules. Il s'est contenté d'utiliser les outils de l'économie moderne pour montrer à la Maison-Blanche que son intimidation avait un prix payé par des parkings de centres commerciaux vides à New York et des chaînes d'assemblage à l'arrêt dans le Michigan. Il a prouvé que l'art du deal échoue quand l'autre personne dans la pièce comprend réellement mieux les chiffres que vous. Rien que cela le plaçait déjà plusieurs divisions au-dessus du service de communication de la Maison-Blanche. La réponse brutale du Canada n'a pas été une frappe militaire ni une insulte criée. C'était la réalité froide et dure d'une puissance moyenne qui comprend qu'elle n'a plus à craindre une superpuissance qui ne comprend pas ses propres chaînes d'approvisionnement. Cette histoire ne parle pas seulement de droits de douane.
Elle parle du moment où le monde a compris que l'arme principale du président américain, la peur, ne fonctionne que si la personne que vous menacez n'a nulle part ailleurs où aller. Et comme Mark Carney l'a prouvé à Davos, le Canada a beaucoup d'autres options. Il accélère déjà des accords commerciaux avec l'Union européenne et le partenariat transpacifique. Il se diversifie. Il se découple de la volatilité de l'agenda économique MAGA et passe à autre chose. Alors où cela nous laisse-t-il ? Cela laisse les États-Unis isolés de leur meilleur ami, avec une économie à laquelle ils infligent eux-mêmes des souffrances dans le commerce de détail et l'industrie manufacturière, et une administration qui essaye désespérément d'attiser une crise civile dans un pays voisin simplement pour sauver la face. C'est un spectacle d'échec stratégique. Le prochain mouvement compte davantage que le précédent. Si Trump s'entête dans la stratégie albertaine, il risque une fracture durable avec l'ensemble du G7. S'il recule, il admet que Mark Carney a gagné la guerre commerciale la plus importante de la décennie. Dans les deux cas, la rhétorique du 51 États s'est retournée contre lui avec une telle force que la carte de l'Amérique du Nord pourrait bien ne plus jamais avoir tout à fait le même visage. Parce que le gouverneur d'Ottawa vient de donner au monde une véritable leçon magistrale sur la manière de gérer un intimidateur, et c'est désormais la Maison-Blanche qui supplie qu'on lui ouvre une porte de sortie.